Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette édition du Mardi Médical ce 13 décembre 2022. Nous allons parler ce soir, comme vous avez vu annoncé au niveau de mon fil d'actualité, de l'hypertension artérielle. Je ne vais pas me mettre à vous expliquer ce que c'est. Ah d'accord, notre invité nous a rejoint. Bonsoir Doc. Bonsoir, ça va? Ça va très bien, tu m'entends comme il faut? Là, ça va, très bien. D'accord. Donc, je vais juste t'annoncer, là, on va attendre quelques minutes avant de commencer. Donc, bienvenue une fois de plus à tous. Comme je vous ai dit, comme à notre cette nouvelle série médicale, ce soir, nous allons parler d'un thème qui touche à la spécialité médicale. Comme il se un cardiologue, le docteur Mungou qui a accepté de nous rendre ce service, de venir partager son savoir avec nous. Rappelons que le docteur Mungou, c'est un médecin cardiologue qui a été diplômé de la faculté de médecine des sciences médicales de Yaoundé. Donc, ce soir, il va nous partager son savoir sur le sujet. Donc, nous allons, pendant une trentaine de minutes, assister à son topo. Il va nous faire une présentation sur l'hypertension artérielle. Après ces 30 minutes, comme à l'accoutumée, je vais faire une certaine synthèse de ce qu'il a dit. Et ensuite, nous allons passer à notre jeu de questions-réponses. Donc là, on va juste attendre 19h05, le temps que le maximum de personnes se connectent et on va commencer. Avant, je vais lui laisser la parole pour qu'il se présente également. Docteur, la parole. Merci, docteur Funa, pour l'invitation. Je suis honoré d'être de vous ce soir pour échanger avec l'auditoire sur un thème qui est très important, l'hypertension artérielle, que tout le monde connaît un petit peu. Il sera peut-être question d'échanger pour essayer d'approfondir les connaissances et surtout échanger les expériences des uns et des autres. Je suis docteur Mounpou, je suis médecin cardiologue, diplômé de la faculté de médecine des sciences biomédicales de l'Université Yaoundé 1, comme tu as dit tantôt, en 2021. Et je suis à vos dispositions en ce moment stagiaire à l'hôpital Jacques Le Carin de Vichy, comme vous avez dû voir sur le flyer. Du coup, on va attendre les retardataires et puis on va pouvoir y aller. Et en même temps, je suis de garde, que ça ne vous surprenne pas que le téléphone de garde sonne comme à l'instant. Allô? Bonsoir, Caroline. Ça va, c'est calme pour l'instant. Bon, que ce soit calme toute la nuit, on espère. Ouais. Ouais, moi aussi j'espère. Écoute, bonne nuit, merci. Salut. Donc, bienvenue à ceux qui viennent d'intégrer. Le docteur Mungou a fini de se présenter. Vous avez vu les deux gars, mais malgré cela, il a quand même accepté de partager ce moment avec nous et partager ses savoirs. Donc là, on a déjà une dizaine de personnes. Je pense qu'on va commencer. Les retardataires vont prendre le train en marche. De toute façon, la vidéo après la présentation sera laissée sur le profil, donc vous pourrez continuer. Donc, je vais me muter là. D'accord. Alors, bonsoir à tout le monde. Il nous a été demandé d'échanger un peu sur un thème que, comme je disais tantôt, que certains d'entre vous connaissent déjà un petit peu, l'hypertension artérielle. En tout cas, chacun a son idée de ce que c'est. L'idée, c'est peut-être d'échanger pour se mettre un peu en accord sur un certain nombre de choses. Pourquoi l'hypertension artérielle? Déjà, mon exposé ne sera pas un exposé académique et tout. Je crois que je vais parler, puis je compte surtout échanger avec les uns et les autres. Pourquoi l'hypertension artérielle? Alors, parce que c'est une maladie extrêmement fréquente. Chacun d'entre nous a expérimenté ça. Je pense on a un proche, un ami, un parent qui a de l'hypertension artérielle. Et souvent, on essaye de comprendre de quoi il s'agit exactement. C'est dans l'occasion de le faire aujourd'hui. Je vais commencer par essayer de définir ce qu'on appelle l'hypertension artérielle. Alors,
L'hypertension artérielle, c'est une élévation de la pression que le sang exerce au niveau des artères. Pour se faire une idée, il faut savoir que le système cardiovasculaire est composé du cœur, qui est comme la pompe, qui pompe le sang vers les artères. Et ce sang-là va circuler au niveau des artères qui présentent un calibre qui peut être variable, mais surtout ce sang va exercer une certaine pression au niveau de ces artères. Cette pression-là peut donc être mesurée et quand il s'exprime en millimètres de mercure et quand on a une pression artérielle supérieure à 140 pour la systolique, je vais expliquer peut-être ce que c'est que la systolique, et à 90 mm de mercure pour la diastolique, alors on parle d'hypertension artérielle. Et ça à condition d'avoir fait plusieurs mesures en cabinet, c'est-à-dire il ne faut pas se baser sur une prise de tension uniquement pour juger, pour poser le diagnostic, mais il faut répéter les mesures, au moins 3 mesures à plusieurs visites en cabinet. Alors, je disais tantôt que j'allais revenir sur la notion de l'hypertension, de la tension systolique et la tension diastolique. Comme je disais, le cœur est comme une pompe, il a 2 temps. Il se contracte et éjecte le sang, on appelle ça la systole, et ensuite il se relâche, et puis il se contracte, il se relâche. C'est un cycle permanent. Au cours de la contraction, il éjecte du sang donc, et ce sang va vers les artères, et une pression est mesurée à ce moment-là. C'est ça la pression systolique, c'est la plus élevée, c'est la tension la plus élevée des 2 chiffres en tout cas. Et quand le cœur se relâche, hein, pour se remplir, pour le sang qui revient, on peut mesurer une autre pression artérielle qu'on appelle la pression artérielle diastolique. Et donc, lorsque la tension est supérieure à 140 pour la systolique et 90 pour la diastolique, lors d'au moins 3 consultations avec des mesures répétées, dans les conditions de mesure optimale, c'est-à-dire le patient doit être au repos, le patient doit au repos pendant au moins 5 minutes, il doit être en position assise, il ne doit pas y avoir de facteurs confondants comme l'émotion, la douleur ou autre chose. Et donc, si on a ces critères-là qui sont rassemblés, on peut parler d'une hypertension comme maladie. C'est la maladie chronique la plus répandue au monde. Hein. Tous les pays, toutes les régions, c'est pareil. C'est l'hypertension qui vient en tête comme maladie chronique la plus fréquente. Si je dois parler du Cameroun, on a quelques chiffres qui ont été rapportés par quelques études. On a notamment la plus récente dont je vais parler, c'est l'étude du professeur Kingé et collaborateur notre maître qui a rapporté une prévalence d'hypertension de l'ordre de 28% de mémoire. En tout cas, ce qu'il faut retenir en voyant les chiffres d'Europe, des États-Unis, de partout, c'est qu'en moyenne, 1/3 de la population souffre d'hypertension artérielle. 1/3 de la population souffre d'hypertension artérielle. Si on estime qu'on est 30 millions au Cameroun, vous voyez bien que le compte va dans les 10 millions de personnes potentiellement souffrant d'hypertension artérielle. À la suite de ça, il faut qu'on essaye d'expliquer un peu les particularités de cette affection. L'hypertension artérielle est une maladie qui est singulière parce que la plupart des personnes hypertendues ne savent même pas qu'elles sont hypertendues. Donc, elles ne savent pas parce qu'elles ne vont pas au cabinet, elle n'a pas de médecin traitant, elle ne prend pas souvent sa tension. Et il faut savoir que donc, ils ne connaissent pas, il faut savoir que cela est dû à ce que c'est une maladie qui est dans la grande majorité de cas asymptomatique. Donc, on n'a aucun symptôme.
On a les patients qui, pourtant, ils ont des grosses tensions. Et malheureusement, bien souvent, on les retrouve au stade de complication. Toutefois, il peut y avoir quelques symptômes légers que les patients négligent souvent, notamment des vertiges, des bourdonnements d'oreilles, parfois une fatigue, des symptômes tout à fait aspécifiques, comme on dit, donc qui ne renvoient pas forcément, en tout cas, qui n'appellent pas directement l'hypertension. Donc, il faut avoir l'habitude de prendre sa tension, c'est recommandé. Et là, on va pouvoir faire le diagnostic. Alors, concernant donc les types d'hypertension, il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'hypertension. Plusieurs pour dire deux grands groupes. Le premier groupe, c'est ce qu'on appelle l'hypertension artérielle essentielle. C'est la très grande majorité. La très grande majorité, 95% de nos patients ont ce qu'on appelle l'hypertension artérielle essentielle. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça hypertension artérielle essentielle? C'est que c'est des patients dont on ne va pas retrouver une cause particulière, une cause singulière d'hypertension. Par contre, on peut trouver ce qu'on appelle des facteurs de risque d'hypertension. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on sait quand une personne rassemble un certain nombre de facteurs, il est plus plausible qu'il développe de l'hypertension. Ces facteurs de risque sont nombreux. Je vais citer quelques-uns les plus importants. C'est notamment l'âge. On sait que plus on vieillit, plus on fait de l'hypertension. C'est l'hérédité, c'est-à-dire si vous avez un papa, une maman ou alors des frères et sœurs qui ont de l'hypertension essentielle, alors vous êtes plus, les chances pour que vous développez l'hypertension artérielle sont plus élevées. Il y a la consommation de tabac, il y a la consommation d'alcool, il y a la consommation de drogue, il y a plein de petits trucs comme ça qui peuvent être liés qui peuvent être classés comme des facteurs de risque d'hypertension essentiels. À côté de ça, il y a l'obésité, la sédentarité et j'en passe. À côté de ça, on a une petite portion une proportion de nos patients, 5% à peu près, qui viennent pour de l'hypertension secondaire. Secondaire, ça veut dire que c'est secondaire à une maladie particulière. Alors, ces maladies-là, ça peut être des maladies du rein, ça peut être des maladies surrénales. Bon, le rein, c'est généralement l'hypertension, ou alors, qu'est-ce que je dis, l'insuffisance rénale, ou alors une hypertension rénovasculaire. Ça peut être endocrinienne, des patients qui présentent un adénome de Kohn, des patients qui ont hypercorticisme. Ça peut être secondaire à une grossesse, ça peut être lié à la consommation de certaines. Donc, j'ai fait une erreur tout à l'heure, les drogues et tout, c'est plutôt l'hypertension secondaire. Donc, on a ces deux grands groupes. Principalement, nous pouvons se limiter à l'hypertension essentielle, qui représente la plus grosse part de nos patients, qui représente ceux chez qui un traitement, il n'y a pas un traitement définitif pour régler le problème de manière spontanée, parce que dans l'hypertension secondaire, si vous avez, je ne sais pas moi, un adénome de Kohn, si on vous enlève votre adénome de Kohn, généralement, les choses rentrent dans l'ordre. Alors que dans l'hypertension essentielle, il y a des facteurs de risque, il n'y a pas véritablement une cause particulière qu'on met en évidence. Et on fait avec ces facteurs de risque, mais surtout on essaie de contrôler vos chiffres de tension. Donc, que dire d'autre? L'hypertension, comme j'ai dit tantôt, est polysymptomatique, c'est-à-dire que les symptômes ne sont pas très fréquents, ne sont pas très spécifiques. Et donc, la plupart des patients viennent avec une complication. Quelles sont les complications de l'hypertension artérielle? Les complications de l'hypertension artérielle sont nombreuses, à savoir les accidents vasculaires cérébraux, c'est-à-dire du fait de l'hypertension artérielle. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y a une
une pression de sang élevée, comme on est parti de la définition, au niveau des parois des artères, au long cours va conduire à des modifications de la structure des artères. Et c'est souvent combiné avec d'autres facteurs comme le tabac, le diabète, l'excès de mauvais cholestérol, comme on dit, pour faire ce qu'on appelle l'athérosclérose, et dont les artères deviennent rigides et sont très peu compliantes. Et en plus, il y a des dépôts de graisse au niveau des artères qu'on appelle l'athérome ou l'athérosclérose. Et cela va conduire donc ensemble à des complications. Les complications, comme je disais tantôt, ce qu'on connaît le plus au pays, c'est ça, les patients qui vont présenter des accidents vasculaires cérébraux. Alors, soit la tension va monter tellement qu'il va avoir une rupture ou en tout cas un saignement au niveau de la tête et conduire à ce qu'on appelle un accident vasculaire cérébral hémorragique, AVC hémorragique, ou alors le phénomène d'athérosclérose, dont l'un des plus puissants facteurs est l'hypertension, va conduire à une obstruction, si vous voulez, les artères destinées du cerveau vont se boucher et on va avoir un accident vasculaire cérébral ischémique qui vont se manifester bien évidemment par une faiblesse neurologique, c'est-à-dire que le patient va perdre une fonction neurologique de manière brutale et dont le diagnostic se fera avec un scanner ou alors une IRM cérébrale. La complication qui nous revient souvent, nous les cardiologues, plus fréquemment, surtout en Occident, un peu moins chez nous au Cameroun, c'est les insuffisances coronariennes, dues toujours donc je vais dire infarctus du myocarde pour qu'on se comprenne bien, dû toujours à ce phénomène d'athérosclérose qui se développe dans toutes les grosses artères, hein, à savoir les artères du cerveau, les artères du cœur, les artères rénales, les artères des membres inférieurs. Donc, pour revenir au cœur, le phénomène d'athérosclérose va se développer au niveau des artères coronaires, qui sont les artères qui rapportent du sang au niveau du muscle cardiaque. Et donc, le patient va se retrouver en situation où il aurait une ischémie du muscle cardiaque, surtout dans une situation aiguë, avec donc une perte une souffrance myocardique qui va conduire à une nécrose et une perte d'une partie du muscle cardiaque qui peut avoir plein de complications allant de l'insuffisance cardiaque dans les complications chroniques, mais surtout en aigu, une mort subie, des troubles de rythme graves, ou alors les états de choc cardiogénique pouvant évidemment conduire au décès. Les complications rénales, on a dit, il peut y avoir une sténose des artères rénales, athéroscléreuse. Donc, à chaque fois, je veux rappeler que l'hypertension est le plus fréquent des facteurs de risque cardiovasculaire modifiables, en tout cas. Et donc, il peut y avoir d'athérosclérose au niveau des artères rénales qui peut conduire à une insuffisance rénale par néphropathie vasculaire. À côté de ça, nous avons aussi l'athérosclérose qui peut se développer au niveau des artères des membres inférieurs et conduit à ce qu'on appelle une athéropathie oblitérante des membres inférieurs pouvant conduire à une amputation. C'est une cause fréquente également d'amputation. Ça, c'est plus des complications chroniques. Alors, en aigu, on a dit AVC, insuffisance coronarienne, infarctus du myocarde, on va dire ça comme ça, avec ses corollaires, troubles de rythme graves, mort subite, choc cardiogénique. Et en chronique, on a plutôt de l'insuffisance cardiaque. Le patient peut développer de l'insuffisance cardiaque soit à cause de l'hypertension chronique qui n'a pas été contrôlée, soit à cause d'une ischémie du muscle cardiaque, si vous voulez, un infarctus du myocarde qui l'a fait et qui s'est développé vers une insuffisance cardiaque. Et puis en chronique également, pour finir, on a les athéropathies des membres inférieurs et l'athérosclérose rénale, des artères rénales pouvant conduire dans une néphropathie vasculaire. Alors, que dit d'autre? Alors,
j'ai parlé beaucoup d'athérosclérose. Il faut dire que l'hypertension est certes un puissant facteur de risque cardiovasculaire, mais en général, il s'associe avec d'autres facteurs pour donner ces complications-là, à savoir le diabète, j'ai cité tout à l'heure, donc j'ai dit l'hypertension, mais aussi le diabète, l'augmentation du mauvais cholestérol, ce qu'on appelle l'hypercholestérolémie, le tabac, la sédentarité, le stress, et j'en passe. Concernant donc la prise en charge de ces patients, alors la première chose, c'est qu'il faut rappeler qu'il est recommandé de prendre sa tension, d'accord, tous les 3 à 6 mois, il faut le prendre. On a bien compris que c'est une affection qui est dans la plupart des cas asymptomatique, donc il faut la prendre pour pouvoir faire le diagnostic de l'hypertension. On rappelle qu'un seul chiffre de tension élevée ne veut pas dire hypertension artérielle, en tout cas comme maladie chronique, parce qu'il y a des situations qui peuvent expliquer que les tensions s'élèvent. Si vous êtes stressé, si vous avez une grosse douleur, si vous avez vous venez de courir, vous n'êtes pas bien au repos, alors la tension sera élevée. Mais on ne va pas parler d'hypertension maladie. Ça, c'est une élévation transitoire normale qui est liée à la sécrétion de certaines hormones qui vont élever la tension pour apporter la réponse nécessaire pour vos besoins métaboliques en rapport avec votre stress, votre activité sportive, votre douleur et tout. Par contre, l'hypertension artérielle comme maladie chronique, donc il faut prendre attention au repos depuis au moins 5 minutes en position assise sur un patient qui n'a pas d'autres facteurs de confusion qui puissent expliquer une élévation de tension, mais surtout il faut répéter la mesure. Il faut la répéter avec un brassard adapté, bien sûr. Il faut répéter la mesure au cours d'une consultation. Il faut la prendre 2 à 3 fois. Et il faut attendre plusieurs consultations, notamment qu'on étale souvent sur 3 à 6 mois, si les tensions le permettent, bien sûr, avant de poser le diagnostic d'hypertension artérielle comme maladie. Si les tensions sont trop hautes, souvent on rapproche les consultations ou alors si c'est très élevé, souvent en plusieurs prises au cours de la même consultation, on pose le diagnostic. Alors, il faut diagnostiquer, j'ai dit, mais surtout, il faut prévenir. Je vais parler du traitement en général, qui a 2 volets, le traitement, la prévention, qui est un volet entier du traitement, et puis le traitement des patients qui ont déjà été diagnostiqués comme hypertendus. Alors, pour les patients diagnostiqués comme hypertendus, il y a un certain nombre de mesures qui doivent s'appliquer, à savoir le patient doit avoir une activité physique. Il y a 2 volets, si je reviens, il y a 2 volets. Il y a les mesures de vie qui sont non médicamenteuses, qui ne dépendent pas d'un médicament, et puis il y a les médicaments. Les mesures de vie, c'est la pratique d'une activité sportive régulière. Alors, il est recommandé de pratiquer une activité sportive d'au moins 30 minutes, 3 fois par semaine au minimum. Si vous pouvez faire plus, tant mieux. 3 fois par semaine, c'est-à-dire il faut espacer en tout cas, donc il ne faut pas enchaîner des jours de repos et enchaîner des jours d'exercice physique. Il vaut mieux plutôt alterner. Donc 3 fois par semaine, au moins 30 minutes. Effort modéré. Il faut manger moins de sel. Alors, l'hypertension du sujet noir a ceci qui est de particulier qu'on sait très bien que la consommation de sel est un des gros facteurs pourvoyeurs d'hypertension artérielle chez nous autres, les noirs. C'est un peu moins le cas chez les blancs et tout. Mais chez nous, on sait qu'à cause de notre consommation de sel qui est supérieure aux recommandations, on développe un peu plus facilement l'hypertension artérielle. Alors, il faut faire attention à la consommation du sel. En général, nous, on ne recommande pas l'utilisation du cube. Je sais que c'est largement utilisé.
Et le sel en lui-même, l'OMS recommande moins de 5 grammes de sel par jour, c'est-à-dire tous vos repas confondus doivent avoir l'équivalent de moins de 5 grammes de sel. Ça correspond concrètement à une petite cuillère à café par jour. Donc, il faut faire gaffe avec le sel. À côté, on a dit l'activité physique importante. On a dit le sel. Alors, il faut manger moins gras. Il faut manger moins gras. Donc, tout ce qui est aliments gras, vous avez des graisses animales, les huiles saturées, il faut modérer. Il faut modérer parce qu'on sait que c'est des cofacteurs de l'hypertension artérielle. C'est des facteurs de l'hypertension artérielle en soi et c'est des facteurs de risque cardiovasculaire, c'est-à-dire ils prédisposent à faire de l'hypertension artérielle, mais surtout, ensemble, lorsque vous faites de l'hypertension artérielle associée à cet excès de cholestérol, vous êtes sujet à plus de risques cardiovasculaires. Parce qu'en fait, ce que j'ai oublié de dire, c'est que ces huiles ou ces graisses animales-là vont être métabolisées, ils vont s'accumuler sous forme de ce qu'on appelle communément le mauvais cholestérol, qui vont aller donc se déposer. J'ai parlé tantôt au niveau des artères, de dépôts de graisse au niveau des grosses artères, qui sont des facteurs qu'on définit comme l'athérosclérose et qui vont ensuite se compliquer, comme on l'a cité, les complications un peu plus tôt. Donc, il faut modérer la consommation d'huile. Il faut bouger plus. Il faut bouger plus, éviter la sédentarité par tous les moyens. D'accord? Il faut éviter d'avoir une vie derrière l'ordinateur, derrière la télévision tout le temps. Il faut bouger, il faut essayer d'être le moins sédentaire possible. Il y a l'obésité, c'est-à-dire prenez votre poids, prenez votre taille, calculez ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle. Vous allez télécharger, il y a plein d'applications pour le faire, et puis vous faites pour voir, et on va vous classifier. Soit vous avez un IMC entre 18 et 25, alors vous avez un indice de masse corporelle normal. Soit vous êtes entre 25 et 30, alors vous êtes en surpoids. Soit vous êtes entre 30 et 35, alors vous êtes en obésité modérée, soit vous êtes en 35-40, vous êtes en obésité sévère, soit vous êtes au-delà de 40, vous êtes en obésité morbide. En tout cas, il y a plusieurs grades, mais en tout cas, c'est que l'obésité, c'est un facteur important de risque cardiovasculaire et c'est aussi un facteur d'hypertension artérielle, bien sûr. Le stress, il faut gérer mieux le côté émotif, le stress au travail, le stress familial et tout. Il faut essayer de bien manager ça. Et en gros, voilà les mesures que nous prescrivons à nos patients qui doivent être appliquées à tous les patients avant d'ajouter à cela un médicament. Parce qu'on sait qu'un patient qui prend les médicaments alors qu'il ne respecte pas les mesures hygiéno-diététiques, alors on a du mal à contrôler sa tension, on a du mal à avoir les bons chiffres de tension. Alors qu'un patient qui observe très bien ses mesures diététiques avec des petites doses de médicaments, souvent on arrive à avoir des très bons chiffres, on prévient très bien les complications et c'est des patients qui font le moins de complications. Alors, parlant donc des médicaments, il y a beaucoup de médicaments qui sont aujourd'hui disponibles pour prendre en charge des patients hypertendus. En général, c'est votre médecin qui va faire le choix. Tous les médicaments réduisent le risque de complications. Tous ces médicaments d'hypertension baissent la tension et réduisent le risque de complications. Maintenant, selon vos antécédents, vos facteurs et tout ce que vous avez comme comorbidité, comme on dit communément, on va choisir ce qui est le plus adapté parce qu'on sait que certaines classes de médicaments font mieux que d'autres dans certaines situations. Donc, tout l'intérêt d'avoir un suivi par un médecin généraliste et si possible de temps à autre par un cardiologue. En général, ce qu'on recommande, c'est que vous voyez le cardiologue une fois l'an et puis vous voyez votre généraliste 2 ou 3 fois l'an pour contrôler tout ça.
Alors, les médicaments, je ne sais pas si je dois les citer. J'ai cru comprendre que tout le monde ici n'est pas forcément du domaine médical, mais bon, je vais le citer. On a plusieurs classes. On a 5 grandes classes qui sont recommandées en première intention. On a les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, on a les antagonistes récepteurs d'angiotensine 2, on a les inhibiteurs calciques, on a les bêta-bloquants, et puis on a les diurétiques. Voilà les classes, les 5 classes, je crois que j'ai bien cité 5, qui sont recommandées en première intention, qui doivent être combinées idéalement. Les dernières recommandations nous poussent vers une thérapie combinée d'emblée chez les patients chez qui on retient l'indication de les mettre sous traitement antihypertenseur. Alors, il y a beaucoup de combinaisons fixes, c'est-à-dire parfois vous aurez des médicaments là qui ont en fait, le contenu en fait c'est 2 ou 3 molécules. Donc, parmi ces 5 là en général, c'est-à-dire qu'on a fabriqué des médicaments qui associent plusieurs classes pour faciliter la prise. Donc, ce qui est recommandé justement par les recommandations des sociétés savantes en matière d'hypertension, c'est justement ça, d'aller de plus en plus vers les combinaisons fixes. Donc, les combinaisons fixes, les médicaments donc, comprennent non, 2 ou 3 molécules qui sont en fait des antihypertenseurs. Donc, quand vous verrez votre cardiologue, il fera le choix, ou alors le généraliste fera le choix selon vos antécédents. Est-ce que vous êtes diabétique, est-ce que vous avez une insuffisance rénale, est-ce que vous avez fait un AVC, est-ce que vous avez une artériopathie orbitaire inférieure, est-ce que vous êtes dyslipidémique, est-ce que vous avez fait un infarctus et tout. C'est autant de choses qu'on prend en compte pour choisir le bon médicament idéal pour le patient. On sait que chez nous quand même, il y a 2 grands groupes. Beaucoup d'études ont montré que chez nous, les Noirs, il y a 2 classes de médicaments qui fonctionnent particulièrement bien, notamment les diurétiques, notamment les thiazidiques, et la classe des diurétiques qu'on appelle les thiazidiques, et les inhibiteurs calciques. Donc, c'est les médicaments qu'on préconise souvent chez les patients qui n'ont pas forcément de complications déjà et tout. Par contre, chez ceux qui ont des complications, on va être un peu plus poussé vers les antagonistes, des associations comprenant les antagonistes des récepteurs d'angiotensine 2 ou alors les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Donc, on pourra avoir une combinaison d'une de ces 2 classes-là associée soit à un inhibiteur calcique, soit un diurétique. C'est ce qu'on va trouver la plupart des cas. Il n'y a pas que ces 5 groupes de médicaments, c'est ceux qui sont recommandés en première intention. Maintenant, il y a des patients qui ont ce qu'on appelle de l'HTA, l'hypertension artérielle résistante, chez qui on va aller plus loin, crescendo, on va aller à 4 médicaments, à 5, avant d'aller contrôler la tension. Mais en général, quand vous avez du mal à contrôler la tension, c'est-à-dire vous mettez 3 médicaments, c'est-à-dire une combinaison, soit 3 médicaments, soit une combinaison comprenant 3 molécules dans le même médicament, et que ça n'arrive toujours pas à contrôler, vous allez à 4, ça n'arrive toujours pas à contrôler, attention, c'est ce qu'on appelle, surtout quand vous avez mis un diurétique déjà, ce qu'on appelle l'hypertension artérielle résistante. Quand c'est comme ça, il faut faire un bilan d'hypertension artérielle secondaire en lien avec votre spécialiste, ça c'est à l'adresse bien évidemment des généralistes, pour savoir s'il n'y a pas une cause derrière. Est-ce qu'il n'y a pas un adénome de cône? Est-ce qu'il n'y a pas un sténose rénal? Est-ce qu'il n'y a pas un phéochromocytome? Est-ce qu'il faut faire ça tout en essayant de contrôler la tension, évidemment, c'est-à-dire en montant en grade, en allant à 5 médicaments si nécessaire. Il y a d'autres classes qu'on peut rajouter, les antihypertenseurs centraux, particulièrement, nous l'utilisons beaucoup. Et il faut dire que donc c'est crescendo, hein, c'est tout doucement. Mais les dernières recommandations, lorsqu'on a déjà posé le diagnostic, il faut prendre le temps pour poser le diagnostic. Une fois qu'on a posé le diagnostic, les recommandations nous poussent vers une thérapie avec un comprimé comprenant au moins 2 molécules, même si c'est faiblement dosé, et puis on va ajuster progressivement au cours des rendez-vous, après les rendez-vous
sont rapprochés au départ et puis progressivement, on va les espacer. Et donc, pour finir, chez ceux qui n'ont pas d'hypertension, il faut dire que c'est les mêmes mesures. Particulièrement ceux qui ont des antécédents familiaux d'hypertension et tout, il faut vraiment être très pointueux dans le respect des mesures hygiéno-diététiques. Donc, il faut avoir une hygiène de vie saine. Je vais le rappeler, il faut manger moins gras, moins salé, moins 5 grammes, bouger plus, faire plus d'activité physique et surveiller régulièrement votre tension artérielle, excusez-moi. En gros, c'est ce que je peux dire d'entrée de jeu. Après, l'auditoire peut me poser des questions sur peut-être des choses plus spécifiques, peut-être des choses plus techniques. On verra si c'est des médecins, peut-être ça pourrait être plus technique. Si c'est des personnes, personnes qui ne font pas partie de notre profession, a priori, on va essayer d'apporter aussi des questions un peu plus terre à terre qui se comprennent plus facilement. Je crois que j'ai dit à peu près l'essentiel de ce que j'avais l'intention de dire ce soir. En vous remerciant pour votre écoute et en me disant disposé à vos questions, vos préoccupations, vos partages d'expériences. En tout cas, je suis des vôtres. Je te remercie, Dr Pouna, j'en ai fini. Merci donc, pour la présentation. Alors, je vais essayer, comme à l'accoutumée, de faire un petit briefing de ce qui a été dit par Dr Moumpo et après on va passer à notre jeu de questions-réponses. Alors, le docteur Moumpo a commencé son propos en définissant la pression artérielle comme étant une élévation de la pression que le sang exerce au niveau des artères, les artères étant les vaisseaux sanguins chargés d'acheminer le sang depuis le cœur vers les organes. Donc, il a défini la pression artérielle, l'hypertension artérielle comme étant une élévation de la pression que le sang exerce au niveau des artères, supérieure à 140 mm de mercure pour la systolique et supérieure à 90 mm de mercure pour la diastolique. On va expliquer les deux termes en bas. Il a dit que cette élévation de pression artérielle devrait être répétée pour qu'on parle d'hypertension artérielle. Alors, si vous constatez que vous avez pris votre pression artérielle et qu'elle est supérieure à 140 sur 90 mm de mercure, au moins 3 fois, disons dans une journée, vous devez vous assurer que vous êtes dans des conditions optimales. Qu'est-ce qu'on entend par conditions optimales? Le patient est au repos. Bon, vous avez toujours l'habitude de dire le patient. Vous êtes au repos au moins depuis 5 minutes, vous êtes assis, vous êtes couché, vous ne devez pas prendre votre pression artérielle debout et vous devez éviter tout facteur externe stressant susceptible d'élever votre tension artérielle. Par exemple, si vous êtes assis et que vous avez une flamme qui commence à vous brûler, c'est clair que votre cœur va se mettre à vite battre et vous aurez une élévation de la pression artérielle. Donc, vous devez être dans des conditions vraiment optimales. Alors, pour expliquer la notion de systole et diastole, le docteur Moumpo a essayé de présenter le cœur comme étant une pompe à deux temps. Le premier temps étant la contraction. Et la contraction, en fait, le temps de contraction du cœur appelé systole et le temps de relâchement appelé diastole. Donc, lorsqu'on parle de pression artérielle supérieure à 140 mm de mercure pour la systole, en fait, il s'agit du moment où le cœur est contracté. Et lorsqu'on parle de pression artérielle supérieure à 90 mm pour la diastole, il s'agit de ce moment où le cœur est au repos. Alors, au Cameroun, une étude a été faite par le professeur King qui montre une prévalence de 28%, c'est-à-dire qu'au Cameroun, 28 Camerounais sur 100 ont une hypertension artérielle. Il a également énoncé son propos en parlant du caractère asymptomatique de la maladie qui évolue de façon silencieuse, ou alors qui présente quelques symptômes légers qui sont non spécifiques. Exemple, les vertiges, les maux de tête, la fatigue, les bourdonnements d'oreilles. Donc, c'était un peu ça. Également, il a présenté l'hypertension artérielle comme ayant deux grands groupes, l'hypertension artérielle essentielle et l'hypertension artérielle secondaire. L'hypertension artérielle essentielle étant une hypertension sans cause évidente, c'est-à-dire qu'on appelle une maladie sous-jacente qui a donné l'hypertension artérielle, mais elle a apparu comme ça. Généralement, elle n'a pas de cause, mais elle est plutôt associée à ce qu'on appelle des facteurs de risque. Ces facteurs de risque pouvant être l'âge, l'hérédité, la consommation d'alcool, de tabac, l'obésité, la sédentarité. En deuxième position, il a parlé de l'hypertension artérielle secondaire. Secondaire parce qu'elle est, excusez-moi de la tautologie, secondaire à une maladie préexistante. Exemple, une maladie du rein, une maladie de ce qu'on appelle les surrénales, ainsi de suite. En raison du caractère donc asymptomatique de la maladie, les patients vont venir en consultation pour des complications généralement.
Quelles sont donc les complications qu'on va retrouver? Ces complications sont généralement des accidents vasculaires cérébraux. C'est dans votre environnement, vous avez un proche qui a fait un AVC. Cet accident vasculaire cérébral se matérialise généralement par une altération des fonctions neurologiques. Exemple, le patient est assis, après il vous dit qu'il n'arrive plus à lever son bras, ou alors il n'arrive plus à faire quelque chose qu'il faisait habituellement, quelque chose de neurologique, c'est-à-dire quelque chose qui est commandé par le système nerveux. En deuxième position, il a parlé de l'infarctus du myocarde. L'infarctus du myocarde ici étant cette nécrose. Bon, la nécrose, c'est la mort, c'est-à-dire il y a une partie du muscle du cœur qui ne reçoit plus de sang et commence à mourir progressivement. Alors, cet infarctus du myocarde peut conduire à ce qu'on appelle la mort subite. Donc, nous avons cité là les accidents vasculaires cérébraux, les infarctus du myocarde. Également, on a les insuffisances cardiaques. En effet, l'hypertension artérielle peut déboucher sur une insuffisance cardiaque lorsqu'elle est chronique. Il est recommandé de prendre sa tension artérielle tous les 3 mois en cas de chiffre tensionnel élevé et répété. Il est recommandé de prendre sa tension artérielle tous les 3 mois et en cas de chiffre tensionnel élevé, il faut répéter les prises en respectant les conditions optimales qu'on a évoquées plus haut avant de poser le diagnostic d'hypertension artérielle. Alors, par rapport à la prévention, la prévention de l'hypertension artérielle est beaucoup plus basée sur ce qu'on appelle les mesures hygiéno-diététiques. Les mesures hygiéno-diététiques, c'est quoi? C'est en fait des habitudes que vous allez adopter au cours de votre vie, hormis la prise des médicaments qui vont, n'est-ce pas, vous empêcher de sombrer dans ce qu'on appelle l'hypertension artérielle. Alors, dans ce gros sac-là, qu'est-ce qu'on a cité? On a parlé de l'activité physique, l'activité sportive régulière. On ne vous demande pas de faire l'ascension du Mont Cameroun, non. 30 minutes par jour, 3 fois par semaine, ça suffit comme activité physique. Et une activité physique modérée, comme je vous ai dit, vous ne devez pas juste vous contenter, par exemple, de marcher à demi à l'heure au carrefour d'en face. Une activité modérée et régulière. Vous devez consommer moins de sel. Alors, ce que l'Organisation mondiale de la santé recommande, c'est moins d'une cuillère à café par jour. Donc, c'est-à-dire votre consommation de sel doit être inférieure à 5 grammes et l'équivalent de moins de 5 grammes, c'est moins d'une cuillère à café par jour. Évitez la consommation de cubes, manger moins gras, être le moins sédentaire possible. C'est-à-dire, si vous avez un véhicule, par exemple, essayez de voir dans votre semaine quel jour vous pouvez laisser votre véhicule pour aller au travail à pied, par exemple, ou alors à vélo. Ça vous fera être peu sédentaire. Vous devez maintenir votre indice de masse corporelle dans les valeurs normales. Alors, je vais essayer de laisser en commentaire comment on fait pour calculer l'indice de masse corporelle. Vous devez essayer de maintenir votre indice de masse corporelle entre 18 et 25 et vous devez limiter le stress dans votre vie au quotidien. Donc, c'est globalement ce sur quoi reposer la prévention. Alors maintenant, par rapport au traitement, le traitement est basé déjà sur les éléments évoqués lors de la prévention, c'est-à-dire les mesures génétiques. Mais en plus de cela, lorsque vous allez aller voir votre médecin, si le diagnostic de d'hypertension artérielle est effectivement confirmé, il va vous donner des médicaments pouvant appartenir à ces. Bon, je vais vous faire fi de ces classes de médecin. Donc, si vous avez des tensions élevées que vous avez répété plusieurs fois et vous pensez que vous avez une pression artérielle, vous allez consulter un médecin généraliste ou idéalement un cardiologue. Donc, c'était un peu ça ce dont il était question. D'accord. Je pense qu'il y a certaines questions qui ont été posées. Je vais essayer de lire les questions et progressivement, le docteur va nous faire le plaisir d'apporter des éclaircissements. Donc, est-ce que tu es avec nous, s'il te plaît? Oui. J'espère qu'il y a... perturbé là, je suis là. Donc, la première question nous est venue de Stéphane Kizita qui demande, pour les patients hypertendus, y a-t-il un traitement possible d'éradiquer définitivement le mal ou alors l'atténuer juste? Est-ce que tu m'écoutes, Doc? Oui, j'ai bien suivi la question. Alors, chez les patients hypertendus, comme on l'a défini, c'est une maladie chronique. Il faut retenir que c'est une maladie chronique dont on soignera bien évidemment, mais on ne guérira pas dans le sens où on n'arrêtera pas les médicaments, sauf s'il y a d'autres facteurs qui viennent s'ajouter. Il faut retenir que la prise de traitement, c'est à vie. En tout cas, on dit au long cours parce qu'il peut y avoir d'autres facteurs qui peuvent expliquer qu'on régresse en traitement ou éventuellement qu'on arrête. Mais en général, c'est au long cours. Il n'y a pas de traitement pour éradiquer. Non, il n'y en a pas. Malheureusement, pour nous, on voit souvent des patients qui commencent le traitement, on contrôle très bien la tension et puis il s'en va au quartier et puis on lui propose un traitement miracle qui va lui permettre d'arrêter tout le médicament et tout. Mais on sait comment ça finit. Soit ils nous reviennent avec des grosses complications, soit ils nous reviennent des mois ou des années plus tard avec des tensions difficiles à contrôler
avec des complications, comme je disais, parfois au niveau rénal, au niveau du cérébral, au niveau du cœur et tout. Donc, la réponse est clairement non. Il n'y a pas de traitement qui permet d'éradiquer le mal d'un coup. Il n'y a pas de traitement miracle. C'est un phénomène chronique, c'est un phénomène qui est permanemment là, qui est aussi lié à la modification de la structure des artères du cœur, qui n'est pas tout à fait réversible, sauf qu'on peut le contrôler. On a des médicaments pour le contrôler et à condition, bien évidemment, de le prendre de manière régulière, chaque jour à la même heure et au long cours et de suivre des rendez-vous régulièrement pour s'assurer que le contrôle est optimal. Voilà ce que je peux dire. D'accord. Merci, docteur, pour votre réponse. Il y a une autre question qui nous vient de Manu Onana qui demande pourriez-vous nous en dire plus sur la tension oculaire? Manu Onana. Alors, la tension oculaire, c'est complètement autre chose. C'est même pas de la cardiologie, c'est de l'ophtalmologie. Alors, si vous voulez, l'œil, comme on voit là, c'est les structures. Il y a les parois, il y a les parois qui font l'œil. Et puis dedans, il y a ce qu'on appelle le milieu intérieur, si je me rappelle bien. En tout cas, il y a des liquides à l'intérieur qui ont une certaine pression également. Il y a une certaine pression que les ophtalmologues mesurent. Cette pression, il y a les valeurs seuil pour dire que c'est normal ou bien c'est élevé. En général, quand c'est élevé, il faut peut-être le répéter, mais si c'est vraiment élevé, ça renvoie à une maladie qu'on appelle le glaucome, avec ces deux formes aiguës ou chroniques. Mais ça n'a rien à voir avec le sujet, je vous le rassure, il n'y a pas de lien entre l'hypertension artérielle euh, dont on parle aujourd'hui en rapport avec les artères et l'hypertension oculaire en rapport avec les liquides au niveau de l'œil. Donc, c'est tout à fait autre chose. Merci, docteur. La Et je question suis ophtalmo, je ne saurais pas avoir une réponse aussi fine que ça, mais bon, je dis ça comme ça, avec le peu de souvenirs que j'ai encore de la médecine générale. D'accord. Donc, la question suivante Mm. vient de Valérie Soga qui demande quel est le rapport entre les relations sexuelles et l'hypertension. Parce il a eu dire que certaines personnes hypertendues mourraient pendant les rapports sexuels. C'est une question très, 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 très pointue. Alors, le rapport, si vous voulez, il n'y a pas de rapport. Il y a plein de rapports. Il faut peut-être le situer à plusieurs niveaux. Hypertension artérielle et sexualité. Ce qu'on a expliqué tantôt, c'est que l'hypertension artérielle expose à des complications, notamment au niveau du cœur. On peut avoir des gens qui ont des artères du cœur qu'on appelle les artères coronaires totalement bouchées et l'activité sexuelle étant une activité qui nécessite beaucoup d'efforts et tout, et beaucoup d'émotions évidemment. Souvent, ce qu'on observe, c'est qu'il peut arriver qu'au décours de l'activité sexuelle, il y ait des complications. Parce que ce que je n'ai pas dit tantôt, c'est que parfois, c'est des émotions comme ça ou des efforts ou des situations particulières comme ça qui sont comme le facteur déclenchant d'un processus qui évolue en chronique depuis des années déjà. Donc, souvent, donc, on a vu des patients qui vont faire des morts subites d'origine cardiaque au décours de l'activité sexuelle liée à ce que l'hypertension s'est compliquée au fil du temps avec peut-être il a fait des infarctus, on n'a peut-être pas diagnostiqué, ou si il a bouché ses artères coronaires et puis au décours d'une activité sexuelle, il refait un infarctus, par exemple, on va pas avoir le temps de diagnostiquer et il sera déjà mort parce que c'est souvent très compliqué pour nos patients qui font des infarctus et tout parce que ces complications peuvent être très rapidement mortelles, notamment les troubles de rythme graves, l'arrêt cardiaque, puis si on ne le récupère pas, c'est trop tard. Alors, ça, c'est un truc. Après, maintenant, l'hypertension artérielle, la sexualité, il y a d'autres, j'anticipe peut-être des questions vont venir. Un patient hypertendu peut avoir des problèmes en rapport avec des troubles érectiles.
à cause de l'hypertension. Parce que au cours de l'hypertension, l'athérosclérose va aussi intéresser des artères qui donnent le sang au niveau de la verge et tout. Si vous voyez le processus d'érection, c'est en rapport avec un afflux de sang au niveau du corps caverneux qui fait l'érection. Donc, si en amont, évidemment, il y a un processus d'athérosclérose, l'afflux de sang sera gêné. Donc, on peut avoir des troubles érectiles. Et d'autre part, certains médicaments qu'on met pour traiter l'hypertension peuvent avoir des effets sur les problèmes érectiles. On connaît ceux qui posent problème si ça vous arrive, si ça arrive à un de vos proches, qu'il en parle avec son cardiologue ou son médecin généraliste. On va modifier parce qu'on a une large gamme de thérapies qu'on peut proposer à nos malades. Donc, effectivement, je reviens à la question, on peut faire des complications aiguës au cours du sexe ou bien en dehors, c'est des phénomènes, ça fait partie des phénomènes qui peuvent être comme le facteur déclenchant. Un peu comme au cours d'un stress important, une grosse colère ou quelque chose, on peut également faire une mort subite, on peut également faire un AVC. C'est la même chose qui peut aussi arriver au cours de l'activité sexuelle. Ça ne veut pas dire que le sujet hypertendu ne doit pas avoir une activité sexuelle normale. Il faut avoir une activité sexuelle normale, mais surtout, il faut avoir des tensions bien contrôlées et tout. Et il faut qu'on évalue votre risque cardiovasculaire, votre cardiologue va se charger de faire ça. Je crois que j'ai essayé de répondre. Si c'est pas, vous n'êtes pas conforté, vous pourrez me relancer. D'accord, merci Doc. Valence Foga, une question suivante. La prédisposition familiale à l'hypertension peut-elle être gommée entre guillemets par une pratique régulière de l'activité physique? Gommer, non. Non. Mais on sait très bien qu'un sujet, si vous en prenez deux, je prends un exemple caricatural, ce n'est pas le cas de figure. Si vous avez la même prédisposition à développer l'hypertension artérielle et que l'un est sédentaire, obèse, il ne fait pas d'activité physique et l'autre a plutôt une vie moins stressante, beaucoup d'activité physique, qui n'est pas obèse et tout, on sait très bien qu'il y a l'évolution la plus probable, pardon, c'est que celui qui est sédentaire, qui est obèse et qui ne fait pas d'activité physique risque de développer une hypertension plus tôt, c'est-à-dire plus précoce. C'est pour ça qu'on va voir souvent à 30-40 ans, ils ont déjà des grosses hypertensions, plus sévères, plus difficiles à contrôler. Il faut parfois 4-5 médicaments pour les contrôler. Et ils vont faire plus rapidement des complications. Alors que de l'autre côté, celui qui a une hygiène de vie et tout, peut-être qu'il va le faire non pas à 30-40 ans, mais peut-être à 60-70 ans, avec des formes ou avec peut-être un ou deux médicaments, on contrôle totalement ces chiffres tensionnels et qui va nous faire moins de complications. Donc l'idée, c'est de réduire les risques, réduire les chances. Mais l'idée, ce n'est pas de supprimer. On ne peut pas. On ne peut malheureusement pas. La nature est imprévisible et malheureusement, on ne peut pas. On sait qu'on réduit nettement ses chances de développer rapidement cette hypertension en ayant une activité physique régulière, une hygiène de vie saine, une alimentation équilibrée, pauvre en sel, pauvre en graisse, moins de sédentarité en évitant l'obésité et tout, en évitant le tabac, en évitant les drogues. On sait qu'on réduit nettement les chances pour que ça survienne. Et si ça doit survenir, ça survient en général beaucoup plus tard, sur une forme beaucoup moins sévère, avec moins de complications. Voilà ce que je peux dire. D'accord, donc éliminons le maximum de facteurs de risque possibles de nos vies. Je pense que c'est ce qu'il faut obtenir de cette réponse. Il y a une dernière question de Valence Foga. Existe-t-il un rapport entre le travail intellectuel plus ou moins intense et l'hypertension artérielle? Oui, le stress, je vais regrouper ça sur le vocable stress. Toutes les situations de stress permanent sont des facteurs reconnus d'hypertension, facteurs de risque d'hypertension artérielle essentielle. Je ne sais pas s'il n'est pas notifié tout à l'heure quand je présentais, mais oui, le fait d'être stressé, d'avoir une mauvaise qualité de sommeil, vous expose à faire de l'hypertension artérielle. Maintenant, il faut voir si vous avez les autres
facteurs que vous contrôlez. En fait, il faut éliminer, comme on dit, le maximum de facteurs de risque. Et ça, c'en est un. Ça ne veut pas alors dire que celui qui étudie beaucoup, qui est un peu beaucoup stressé, va forcément faire l'hypertension. Mais il faut mettre toutes les chances de notre côté. Merci, Doc. La question suivante nous vient de Sani Hassan. Bonsoir à vous. J'aimerais savoir si l'hypertension artérielle est vraiment héréditaire, comme on le pense, et quels sont les moyens efficaces de prévenir cela. Bon, c'est une question qui rejoint la précédente. Est-ce que c'est héréditaire? Oui et non. Oui, pourquoi? Parce que on sait très bien que c'est quand vous avez une hérédité d'hypertension, si vous avez vos parents, vos proches qui ont de l'hypertension, vous êtes à risque de le faire. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément le faire. Alors, non, pourquoi? Il y a aussi des gens qui, grâce à une hygiène de vie correcte et tout, malgré le fait que papa et maman ont l'hypertension, ils ne développent pas leur hypertension. Ils ne font pas d'hypertension. Et c'est ça que je veux dire oui et non. Sinon, le facteur génétique compte bien évidemment de manière importante dans la survenue d'une hypertension. Merci, Doc. La question suivante nous vient de Manu. On en a encore une fois. Comment limiter le stress vu qu'on ne le contrôle pas généralement? Comment limiter le stress? Limiter le stress. Alors, les sources de stress sont nombreuses. Il y a le stress au travail. Il faut organiser son travail de manière à ne pas stresser. Ça veut dire qu'il faut avoir une discipline de travail, il faut avoir un cadre de travail, il faut avoir une collaboration avec ses collègues qui est optimale. Et puis, votre employeur doit se charger de faire ce que l'ambiance qui règne au travail soit bonne. C'est des mesures qu'il faut appliquer, il faut essayer en tout cas d'appliquer. On a vu des gens démissionner parce que leur travail était trop stressant. C'est peut-être pas le luxe qu'on va s'offrir chez nous, mais disons qu'il faut aménager le cadre de travail et tout. Au niveau familial, bien sûr, qu'il y a toujours des stress et des choses qu'on a difficiles à contrôler. Après, le vécu est toujours différent. Il y a des gens qui vont chagriner, qui vont entrer dans quasiment une dépression à la suite de tel événement et telle autre personne, non. Mais cette susceptibilité, on sait très bien, il y a cette susceptibilité d'une personne à l'autre. Mais ce qu'on peut suggérer, c'est que quand le stress devient difficile, quand vous n'arrivez plus à assister, il faut parler et si possible, discuter avec des professionnels également. C'est une question difficile à répondre, il n'y a pas une réponse claire et nette. Je crois que c'est un ensemble de mesures qu'on doit prendre pour être le moins stressé possible. Le sport également est un bon facteur pour limiter le stress, pour contrôler le stress. Et ça agit également dans l'endurance, dans la motivation, dans plein de choses. Donc, je vous conseille aussi beaucoup d'activités physiques. D'accord, merci docteur. La question suivante nous vient de Soleil NJB. C'est la question de savoir en fait comment mener son activité physique, comment limiter sa sédentarité. Alors dans le propos, le docteur Mumbu a parlé de l'activité sportive régulière. Trois séances d'activité physique régulière de 30 minutes chacune. Et il a dit qu'il était question d'espacer. Vous ne pouvez pas faire, par exemple, lundi, mardi, mercredi, activité physique et de laisser jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc, vous devez espacer. Par exemple, le lundi, le mercredi, le samedi, vous faites votre activité physique modérée, minimum 30 minutes, et vous restez dans le cadre de 3 fois par semaine, ça ira. La question suivante nous vient de Mbankolo qui dit: bonsoir, j'aimerais être édifié sur les séquelles physiques laissées par une crise d'hypertension. Les séquelles? Les séquelles physiques laissées par une crise d'hypertension. Alors, les crises, l'hypertension, crise, on n'entend pas crise, une situation au cours de laquelle on a une augmentation brutale de la tension. En général, il y a deux situations. Soit cette augmentation brutale de la tension est suivie d'une conséquence. Au niveau du cerveau, ça fait un AVC ou ce qu'on appelle l'encéphalopathie hypertensive. Ou au niveau du cœur, ça fait un infarctus. Ou, ouais, en gros, c'est ça.
soit on est dans une situation, une élévation sans conséquence au niveau des organes. Le handicap ou la limitation physique peut être liée, peut survenir quand effectivement il y a une lésion au niveau des organes. Et le principal, dans ce cas de figure, c'est au niveau cérébral. Si on a un AVC, si on a une encéphalopathie hépatique, on peut garder évidemment des séquelles physiques, un handicap moteur, on peut garder des séquelles neurologiques. Bref, c'est ça. Alors que l'élévation, ce qu'on appelle l'urgence hypertensive ou la poussée hypertensive ou l'urgence hypertensive relative, c'est sans conséquence au niveau des organes. Là, il n'y a pas de limitation à la suite. Il n'y a pas de limitation physique à la suite. Merci, docteur. La question suivante nous vient de Noël Smiley. Bonsoir les docs, s'il vous plaît. J'aimerais savoir, lorsqu'on perd déjà la sensibilité du bout des doigts, en parenthèse, en haut comme en bas, après une hypertension artérielle, quelles sont les mesures à prendre ou à observer? Parfois, il fait des crises comme s'il avait d'autres. Merci de. Donc, quelle lorsqu'on perd la sensibilité au niveau du bout des doigts ou du bout des orteils? Alors, en général, excusez-moi, en général, quand vous avez des symptômes comme ça survenus brutalement, il faut consulter parce que ça peut être un AVC. En tout cas, on dit tout trouble sensitif ou moteur, c'est-à-dire que ça, en l'occurrence, c'est un trouble sensitif qui est systématisé, qui survient de manière brutale. Il faut consulter parce qu'il faut exclure cette affection qu'on appelle l'accident vasculaire cérébral. On vous fera un scanner ou alors un IRM ou les deux pour poser le diagnostic ou alors écarter le diagnostic. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. Et il faut consulter et rapidement parce que le temps compte. Parce que plus vous traînez, plus des dommages au niveau du cerveau peuvent être importants si le diagnostic est bien celui d'un AVC. Merci, docteur. Les dernières questions nous viennent de Ahmedi Fenjou qui aimerait savoir comment faire pour améliorer la qualité de son sommeil. Ah, la qualité de sommeil. La qualité, c'est une question très, 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 très pointue.